Alors, quelle est l'approche de Raseo en termes de création de valeur? D'abord, un mot sur notre métier. Notre métier se déroule en 3 temps. Le premier temps, c'est la recherche d'une opportunité d'investissement et puis bien sûr la négociation de cet investissement. J'y reviendrai dans un instant. Le deuxième temps, une fois que nous sommes investis dans une entreprise, c'est tout le temps d'accompagnement, d'accélération du développement de cette entreprise. Et puis le troisième temps, bien entendu, au bout d'un certain nombre d'années, et Euraseo sait être un capitaliste patient, comme le dirait Jacques Attali, puisque nous gérons encore une fois essentiellement notre propre bilan, donc on peut accompagner nos propres entreprises dans la durée. Le troisième temps, c'est la cession, parce que Raseo n'a pas vocation à se transformer en un groupe industriel diversifié. Raseo n'a qu'un métier, c'est ce métier d'investisseur. Deuxième point, la croissance durable comme moteur de création de valeur. Je ne vais pas le détailler ici puisque Sophie Flack en parlera dans un instant, mais je répète seulement que c'est quelque chose qui est très important pour nous. Le long terme comme horizon, j'en ai parlé, et le plein exercice du métier d'actionnaire, j'ai envie de vous dire, ça va de soi dans une entreprise comme Euraseo. Premier temps de notre cycle de production, la détection. Nous sommes dans un métier qui est évidemment très concurrentiel. Comme vous le savez, il y a beaucoup d'argent dans le marché, donc il y a beaucoup de concurrence pour investir dans des entreprises. Et donc, pour pouvoir être efficace sur ce premier temps, on doit avoir la capacité à être très sélectif dans nos investissements. Pour être sélectif dans nos investissements, il faut qu'on ait un nombre d'opportunités d'investissement importantes pour faire un choix et pouvoir ne nous concentrer que sur les investissements les plus importants. Cette année, on a dû regarder, je dirais, un peu plus de 500 opportunités d'investissement. C'est un nombre considérable. C'est un nombre que nous pouvons générer parce que nous avons des équipes de sourcing dédiées et nous avons réalisé une petite dizaine d'investissements. Donc c'est pour vous dire, ça fait 1 pour 50, pour vous dire si ce processus est extraordinairement sélectif. Sur ce processus, on essaye également de se focaliser sur les secteurs qui sont les plus intéressants, et notamment sur les secteurs qui sont portés par des tendances de fond, de sorte qu'ils bénéficient d'un effet favorable de croissance. Parce qu'évidemment, si on investit dans une entreprise capable de générer de la croissance, eh bien, c'est plus facile de créer de la valeur pour nos actionnaires que dans une entreprise qui n'aurait pas de croissance. Alors les tendances de fond, elles sont assez classiques. C'est le vieillissement de la population, qui est vrai dans à peu près tous les pays du monde, à part quelques exceptions. C'est le développement des classes moyennes dans les pays émergents. On considère qu'il y avait, il y a peu d'années, environ 1 milliard de personnes dans les pays émergents qui avaient un standard de vie comparable aux pays de l'OCDE, c'est-à-dire des gens qui peuvent dépenser entre 10 et 100 dollars par jour. Dans très peu d'années, ils seront 4 milliards. Donc c'est un énorme changement, une énorme opportunité pour nous. Bien sûr, l'évolution des consommateurs, le digital, le big data, qui sont autant d'éléments qui peuvent conduire à des ruptures et donc à des opportunités d'investissement. Alors nos secteurs clés, ils découlent de ces grandes tendances. Il y a le luxe, parce que dans les pays émergents, les consommateurs qui accèdent à des niveaux de vie plus élevés sont très demandeurs de produits avec des marques. Bien sûr, tout ce qui touche à la santé et aux services associés, le e-commerce, les services professionnels, les télécommunications, les services financiers, et bien sûr, cette liste n'est pas limitative. Deuxième élément important sur cette première étape, donc à côté du sourcing, c'est la qualité et la profondeur des analyses que nous pouvons faire avant d'investir dans une entreprise. C'est au minimum plusieurs mois de travail d'une équipe qui peut être assez importante, parfois plus d'une année, pour bien comprendre les ressorts de l'entreprise, ses forces, ses faiblesses, ses opportunités, bien identifier ce qu'on pourrait faire pour l'aider à accélérer son développement, j'en parlerai dans un instant, et donc nous permettre d'articuler un prix qui sera peut-être compétitif et qui nous permettra de réaliser l'investissement. Donc les due diligence, c'est évidemment quelque chose de très important. Et puis le prix, la justesse des paramètres, parce qu'il y a parfois de très belles entreprises que nous aimons beaucoup,
mais nous pensons qu'elles sont vendues trop chères et donc on préfère passer. C'est arrivé il n'y a pas longtemps d'ailleurs encore dans une de nos stratégies d'investissement. Nous avions beaucoup travaillé pendant des mois sur une très belle entreprise qu'on aimait beaucoup, mais le prix auquel elle est partie nous paraissait juste pas raisonnable. Voilà ce que je peux dire sur cette première étape. Alors vous avez à l'écran maintenant une illustration des sociétés dans lesquelles nous avons investi cette année. Je ne vais pas toutes les citer. C2S à gauche, c'est un groupe de 13 cliniques dans le centre de la France, dont 11 sont propriétaires de leur immobilier. Et Feuzo, c'est notre dernier investissement. Nous l'avons annoncé pas plus tard que lundi, donc c'est tout récent. C'est une société qui fait du conseil en optimisation industrielle, une très belle entreprise. Albingia, c'est une compagnie d'assurance. Pat McGrath Lab, un investissement aux États-Unis dans le secteur de la cosmétique. Voilà, et puis je ne vais pas tous les citer, mais vous voyez, c'est très diversifié en termes de secteur. Deuxième élément de notre cycle d'investissement, c'est l'accompagnement de nos sociétés. Là, il s'agit pour nous d'apporter tous les soutiens financiers, mais ça c'est le plus facile, et j'ai envie de vous dire surtout opérationnel, pour aider nos entreprises à accélérer leur croissance, améliorer leur performance et créer plus de valeur pendant le temps où elles sont investies chez nous. L'accélération du développement, c'est d'abord les aider à progresser en termes de croissance interne, pénétrer de nouveaux marchés, de nouveaux segments de consommateurs, mieux optimiser leurs produits. Croissance externe. La croissance externe, c'est le rachat d'autres entreprises. Quand vous avez la chance d'avoir pu investir dans une grande entreprise d'un secteur, quel que soit ce secteur, et que vous pouvez ensuite agréger à cette grande entreprise d'autres modules plus petits à celui-ci, en général, on a deux leviers de création de valeur quasiment immédiats. Le premier, c'est qu'on va payer des petits acteurs moins chers en termes de multiples de leurs résultats que le grand. Donc quand on les agrège grand, on a un effet relutif qui est quasiment immédiat. Et puis le second, c'est qu'on a en général des synergies. Ça permet soit de multiplier les lignes de produits, les lieux de production, toucher de nouveaux marchés. Et donc c'est extrêmement bénéfique. Enfin, troisième élément, c'est l'expansion géographique. Notre cœur d'investissement, je dirais, sont des entreprises de taille petite et moyenne jusqu'à quelques entreprises assez grandes chez Eurazeo. On a beaucoup d'entreprises de taille moyenne dans notre portefeuille. C'est pas toujours facile quand vous êtes un patron de PME d'aller à l'international. Quand vous vous levez le matin, vous allez penser à trouver de nouveaux clients, à livrer le produit ou le service que vous avez promis dans les délais et les niveaux de qualité requis, vous faire payer, gérer les questions sociales, les problèmes de taxes, etc., etc. Partir à l'étranger, c'est parfois un peu une réflexion d'arrière-plan où on se dit ça serait bien, mais c'est compliqué. En réalité, quand on réfléchit, la France, c'est 4% du PIB mondial. Donc une entreprise qui passerait de France à l'international, elle multiplie potentiellement par 25 son marché. Alors évidemment, elle ne va pas aller dans tous les pays en même temps. Mais pour autant, qu'est-ce qui est le plus difficile ? Est-ce que c'est dans un marché mature comme l'est probablement la France pour beaucoup d'entreprises aujourd'hui? Est-ce que c'est d'aller chercher le dernier pouillème de pourcentage de part de marché? Ou bien est-ce qu'il ne vaut pas mieux aller chercher, défricher de nouveaux marchés où il y a de la place et où on a un potentiel de développement plus important? Pour beaucoup de nos entreprises, l'international a été un facteur de développement considérable et nous avons même structuré Eurazeo pour accompagner nos entreprises dans ce sens. Nous avons aujourd'hui des équipes à Shanghai, à Sao Paulo, à New York. On en a d'autres pays, on en a en Allemagne, en Espagne, etc. Mais je cite en particulier ces trois pays-là, où nous avons des équipes, c'est notamment le cas aujourd'hui pour Shanghai ou Sao Paulo, où l'objectif pour nous n'est pas d'investir, en tout cas au moment où nous parlons directement dans des entreprises asiatiques ou d'Amérique latine. Le seul rôle de ces équipes, c'est d'aider celles de nos entreprises pour lesquelles ça fait du sens à se développer dans ces géographies-là. Ça fait partie du service qu'Eurazeo apporte à ces entreprises. Et si vous le souhaitez, s'il y a des questions, je pourrais vous donner quelques exemples de développement en Chine, d'entreprises que nous avons accompagnées dans ces régions-là. Amélioration de la performance, bon ça va de soi, c'est ce que font, je dirais, tout investisseur responsable. Consolidation des équipes de management et gouvernance sont deux sujets différents mais complémentaires. La consolidation des équipes de management, très souvent, il est plus facile de recruter des managers
de haut niveau quand vous avez un actionnaire comme Eurazeo que quand vous êtes tout seul. Et c'est évidemment clé. Une entreprise, c'est d'abord une affaire d'hommes et de femmes. La gouvernance, Sophie y reviendra tout à l'heure, mais c'est un engagement très fort d'Eurazeo. Moi, je suis intimement convaincu qu'une entreprise, n'importe quelle entreprise, peut faire un jour une bonne performance. Mais pour faire dans la durée une bonne performance, il est indispensable d'avoir une gouvernance de bon niveau. Et c'est ce que nous souhaitons offrir, bien sûr, à nos actionnaires. Accompagnement, support et corporate, là c'est évidemment très résumé, mais dans chacune de nos entreprises, nous travaillons sur tous les aspects. Donc là, on a mentionné l'informatique, le digital, la gestion des risques, les optimisations financières. On pourrait rajouter bien d'autres domaines dans lesquels les équipes d'Eurazeo participent aux côtés des équipes de management de nos sociétés pour les aider à progresser. Et puis, plan de progrès RSE, je n'en parle pas, Sophie vous le détaillera dans un instant. La croissance, pour vous donner quelques chiffres en illustration, j'ai comparé ici les croissances cumulées sur la période 2010-2016, c'est-à-dire 7 ans, et puis l'année 2017, pour la France, les pays de l'OCDE et Eurazeo. Sur la croissance cumulée sur 7 ans, la France a vu son PIB progresser de 15%, les pays de l'OCDE de 28%, les sociétés du groupe Eurazeo de 55%. Et c'était vrai également en 2017, puisque sur la seule année 2017, le PIB français a progressé de 2,2%, 2,5% pour l'OCDE et 16,4% pour les sociétés du périmètre d'Eurazeo. Je prendrai juste un exemple d'une société que nous venons de vendre, qui s'appelle Asmodée, qui est une très jolie société qui fait des jeux très simples, des jeux de cartes, vous savez, des jeux de plateau. Une société dans laquelle nous avons investi il y a 4 ans. C'était à l'époque un petit distributeur, le terme distributeur est important, essentiellement présent en France et en Angleterre. Nous l'avons aidé à monter dans la chaîne de valeur, c'est-à-dire qu'il n'est plus que distributeur, mais maintenant il possède les propriétés intellectuelles de pratiquement tous ces jeux, à l'exception notable des cartes Pokémon, sur lesquelles ils ne sont toujours que distributeurs. Nous l'avons aidé à se développer à l'international, cette société qui faisait à l'époque, comme vous le voyez à l'écran, environ 70-80% de son chiffre d'affaires entre la France et l'Angleterre, fait maintenant 75% de son chiffre d'affaires en dehors d'Europe, et son premier pays est aujourd'hui les États-Unis. On l'a aidé avec notre accompagnement, nous l'avons aidé également à faire des acquisitions ciblées locales. Bien sûr, on a travaillé à structurer avec elle ses propres process, parce que quand vous passez d'une petite société locale à une société qui devient internationale, avec des équipes délocalisées, eh bien, il faut avoir de bons process en matière d'audit interne, de contrôle de gestion, etc. Sinon, vous construisez sur du sable. Et le résultat de tout ça, c'est qu'en 4 ans, nous avons multiplié le chiffre d'affaires par 4, l'excédent brut d'exploitation, ce qu'on appelle l'EBITDA, par 6, et nous avons multiplié notre investissement par 4 en 4 ans pour cette société. Dernier temps, bien sûr, c'est celui de la valorisation. Comme je le disais tout à l'heure, nous gardons la maîtrise du timing de nos sorties. On conserve évidemment des options de sortie multiples. Ça peut être soit des ventes à de nouveaux investisseurs financiers qui poursuivront le développement de ces entreprises, des ventes à des industriels, ou bien encore des introductions en bourse, comme nous l'avons fait pour Excel, pour Eutelsat, pour Elis, pour Europcar, pour Moncler, pour vous donner juste quelques exemples. Voilà, je passe sur les autres éléments. Vous avez maintenant à l'écran un slide. Vous voyez, on est très transparent chez Eurazeo. C'est une responsabilité que nous considérons avoir vis-à-vis de nos actionnaires. Là, vous avez tous les multiples de toutes les sociétés dans lesquelles nous avons investi depuis 17 ans. Et comme vous le voyez, il y en a qui ont très bien marché, quelques-unes où nous avons perdu de l'argent. Mais la moyenne, c'est bien 2 fois cash on cash d'investissement moyen. Voilà, je cède la parole maintenant à Sophie Clac et je vous retrouve dans un instant.